Bonjour et bienvenue au 7e épisode de Marketing et réseaux sociaux, un podcast qui vise à aider les entrepreneurs à s'y retrouver dans le merveilleux monde du marketing et des réseaux sociaux. Mon nom est Mathieu Chevalier, merci de vous joindre à moi pour cette discussion absolument fascinante avec un jeune entrepreneur, Hugo Hamel, qui a fondé une entreprise qui s'appelle Enrich3. Enrich3, c'est une agence qui offre des services de personnalisation marketing. Personnalisation marketing, c'était clair qu'il fallait que je fasse un épisode là-dessus parce que je ne m'y connaissais pas du tout dans le sujet. Et je dois avouer que ce que j'ai appris a changé mon optique de vidéaste par rapport aux services que je peux offrir en entreprise. Vous allez comprendre en visionnant la vidéo. Je vous invite évidemment à aller écouter aussi la version longue parce qu'on rentre encore plus dans le détail, on donne plus d'exemples. C'est hyper fascinant. Version longue que vous pouvez retrouver sur bit.ly/balado07. Bonne écoute! Salut Hugo! Salut Comment Mathieu. ça va? Ça va bien toi? Je vais bien, merci. Tu es fondateur et tu es directeur marketing chez Enrich3. Mais directeur marketing personnalisé. C'est la première fois que j'entends ça, la personnalisation, le marketing personnalisé. Explique-moi un peu c'est quoi? Au Québec, tout ce qui est optimisation de conversion, ça commence tranquillement. C'est pas quelque chose qui est encore très, qui est encore très en place. Puis la personnalisation, c'est l'étape d'après. Dans le fond, si une entité d'entreprise est prête à faire pas la personnalisation, mais de faire du A/B testing ou l'optimisation de conversion, elle va par la suite être prête à faire la personnalisation. Elle peut passer par la personnalisation à la même étape, au même moment, mais si l'entreprise n'est pas prête à faire des expérimentations marketing, il n'y a aucune chance que l'entreprise soit prête à faire de la personnalisation. OK. Mais on va reprendre les choses une étape à la fois. Parce que tu me dis optimisation de la conversion, puis c'est quasiment comme si tu me parlais de physique quantique. J'ai besoin de comprendre. Fait qu'on va commencer par cette étape-là. Explique-moi c'est quoi. En fait, optimiser la conversion, c'est qu'une conversion, ce que c'est un objectif ou une action qu'on veut que le visiteur ou le lead, le prospect, prenne. Prenons un exemple. Un exemple, oui. Mettons une boutique qui vend des chaussures en ligne. Vraiment, la conversion finale, c'est vraiment tout ce qui est l'achat du soulier. Mais tu as des étapes avant ça, qui est par exemple, l'ajout du soulier au panier. Après ça, tu as l'étape d'après qui est, initialiser le processus d'achat, qui est dans le fond le process to checkout. Puis après ça, tu as ce qu'on appelle en bon français le tunnel conversion, le conversion funnel, qui va mener à l'achat. Il y a comme des étapes avant une conversion finale. Dans le fond, l'objectif, c'est l'achat du soulier, mais avant ça, tu as des étapes de conversion qui vont faire en sorte que on peut suivre ces étapes-là. Par exemple, tu portes du 10, tu cherches le soulier propre et tu cherches par exemple par rapport à une gamme de prix ou etc. Donc là, on a comme une idée de ton type de personne. Donc, tu es un homme qui cherche des souliers propres, d'une gamme de prix, d'une certaine taille. Donc, juste avec ces 4 éléments-là, c'est ton comportement puis tes intérêts que tu vas montrer sur le site web, que nous, dans le fond, ce qu'on fait par la suite, on prend ces éléments-là, on prend les données qu'on a sur toi, puis on personnalise ton expérience. Donc, c'est un peu le même principe que si tu vas dans un magasin physique. Dans un magasin physique, la personne va te conseiller selon tes besoins, selon tes intérêts, etc. En fait, nous, ce qu'on prend, c'est cet élément-là, mais on le met en ligne. Est-ce que ça veut dire que, supposons qu'on prend les mêmes éléments, à ma prochaine visite sur le site web, je vais ne voir que des souliers de grandeur 10 dans le range de prix que... Exact. C'est vraiment là qu'on s'en va. Puis c'est vraiment ça qu'on fait. Et par la suite, il y a moyen de voir, si par exemple, si on a des rabais, on a ton courriel, on peut faire en sorte qu'on peut te montrer, on peut t'envoyer un courriel qui dit hey, voici les souliers en rabais. Puis si par exemple, il y a un type de soulier qui devient sold out, qui est plus disponible, ce qu'on fait, c'est qu'on peut faire en sorte que le courriel soit mis à jour. Donc, quand tu vas ouvrir le courriel, le soulier ne sera plus là. OK. As-tu un exemple d'une entreprise qui le fait bien, ça? Une entreprise que je sais qui font des bonnes choses, en étant de personnalisation,
qui s'appelle Sephora. Donc, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils ils travaillent avec les couleurs de peau. Donc, selon l'intérêt versus la couleur de peau, l'expérience va être personnalisée. Parce qu'une personne qui est noire, une personne qui est asiatique, une personne qui est caucasienne, elle n'a pas les mêmes besoins en termes de maquillage, juste par exemple, juste par la couleur de peau. Fait que juste ça, c'est un élément très, on va dire de base, là, mais qui est très important pour ces types de commerces-là. OK. Fait qu'eux autres, ils offrent une expérience personnalisée à partir du moment où ils savent quel type de peau tu as. Exact. Après Quand ça, tu vas aller sur leur site, ils vont t'offrir des produits en fonction de ça. Exact. Puis on pourrait pousser ça plus loin, personnaliser le tout avant même que tu arrives sur le site web. Enfin, avant même que tu ouvres le site web. Par exemple, si mettons, si on prend l'Afrique, si tu prends l'Afrique du Nord, les personnes sont beaucoup plus noires que les personnes en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, ils sont plus blanches. Donc là, par exemple, quelqu'un qui ouvrirait le site web de Sephora dans ces zones-là, on pourrait dire cette personne-là a des fortes chances d'être de couleur noire. Donc, on va lui montrer des produits pour la peau noire. Alors que si on est en Afrique du Sud... Il y aurait donc une partie de géolocalisation aussi là-dedans. Oui, exact. Il y a moyen de prédire un peu le comportement pour après ça, une fois que la personne arrive sur le site web, on va dire réévaluer la prédiction pour vraiment bien la personnaliser. Puis on peut personnaliser le tout en cours de route. Il faut bien connaître sa clientèle. Oui. Comment on fait pour avoir... tu sais, on parlait tantôt de l'exemple des souliers, puis bon, c'est relativement simple, je suppose, une fois que la personne a sélectionné un soulier qui est grandeur 10, bon, on sait qu'il porte du 10. Mais sinon, comment on fait pour avoir ce portrait-là socio-démographique de la personne pour qu'on puisse personnaliser son expérience? En fait, c'est vraiment la segmentation très, on va dire, nichée, là, qui doit être mise en place. Donc, c'est de l'analytique qui est poussée. En fait, c'est que pour tous les éléments qui ont une certaine valeur, donc presque tout au final, que la personne fait, c'est d'avoir les bonnes données sur cette personne-là. Donc, en bon anglophone, en bon anglais, il faudrait dire la traquer, la traquer, dans le fond, tout ce qui est la suivre dans son expérience pour avoir le plus de données sur ces visiteurs-là, pour que la personne revient. On peut dire, sur le site web. Donc, c'est à partir de l'expérience sur le site web. Oui, exact. Mais ça peut être aussi dans des liens de référence, des liens d'affiliate link. C'est par exemple, toi, tu es un vidéaste, donc si tu partages un lien quelconque pour ton audience qui te suit pour tes compétences de vidéaste, il y a des chances que quand la personne arrive sur le site web, qu'on sache comme c'est toi qui l'as référé, que cette personne-là soit plus, en fond, s'intéresser aux vidéos que, je sais pas moi... quelqu'un qui vient du site de Sephora. Oui, exact. Il y a toujours il y a plusieurs notions. C'est pour ça, dans le fond, que c'est vraiment comme la porte d'entrée qui peut définir beaucoup de choses et aussi après ça, le comportement et les intérêts. Quelle serait la distinction entre la personnalisation marketing pour une entreprise qui s'adresse à d'autres entreprises, qui fait du B2C, du B2B, et une entreprise qui s'adresse à des clients, à des particuliers, donc qui fait du B2C? C'est quoi la différence entre les deux? T'sais, au final, on parle toujours à un humain. Okay? Que ce soit du B2B ou du B2C, on parle à un humain. Puis c'est là que la personnalisation devient intéressante parce que cet humain-là a des comportements. Cet humain-là a un nom, cet humain-là a un courriel, cet humain-là a des intérêts. Cet humain-là a des besoins qui, par exemple, ça peut être, je dois trouver le meilleur outil pour l'entreprise pour laquelle je travaille. Puis dans tous les cas, on doit faire en sorte que cette personne-là trouve l'expérience intéressante pour qu'après ça, elle peut dire à son patron, « Hey, j'ai trouvé cet outil-là qui correspondrait bien à X, Y ou Z, à nos besoins. » Donc, c'est vraiment de trouver les pains, là, en fond, les douleurs que cette personne-là peut avoir, les problèmes que cette personne-là peut avoir. Pour apporter les solutions. Exact. Puis à l'inverse, en B2C, c'est un peu le même concept. Tu as une maison, tu as un appartement, tu as une voiture, tu as autre chose que tu vas assurer ou peu importe. Tu as des besoins, c'est les mêmes types de besoins, mais c'est à un niveau différent. Merci à Hugo de s'être assis avec moi pour cet épisode. Vous pouvez le rejoindre sur LinkedIn, Hugo Hamel. Vous pouvez également aller visiter le site de Enrich, qui est enrich3.com. Et merci à vous de m'avoir accordé votre oreille, de m'avoir accordé votre précieux temps. Ce podcast ne serait rien sans vous. Envoyez-moi vos suggestions, vos questions, vos commentaires. Merci encore. Au revoir!